Très heureux de vous savoir nombreux à suivre Ecofin Télévision. Bienvenue dans Décrypte Eco, votre magazine, votre émission de débat, de décryptage justement de l'actualité phare, de l'actualité économique qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives au cours de dernières semaines. Et ben, comme à l'accoutumée, aujourd'hui encore, on va aborder plusieurs sujets brûlants de l'actualité, parmi lesquels la situation sécuritaire à l'est de la RDC, la demande des sanctions économiques de Kinshasa contre Kigali, et puis la trêve recommandée par les USA. Et puis ensuite, on va parler du gel justement de 20 millions d'euros d'aide militaire de l'Union européenne au Rwanda. Ensuite, dans la deuxième partie, on va aborder une autre thématique assez intéressante. Et ben, le ministère de l'Emploi avait donné justement un moratoire de 60 jours aux entreprises utilisant la main-d'œuvre étrangère afin de se conformer à la loi. On va justement en discuter ici sur ces plateaux avec le co-débatteur, avec mes invités. Et puis troisièmement, on va parler du processus de mise à la retraite. Le gouvernement a consacré une enveloppe de 266,5 millions de francs congolais. Voilà, 2 milliards de francs congolais. Et pour débattre de ces sujets, pour discuter de ces trois thématiques, j'ai sur ces plateaux Tony Antoine Dibendila. Bonjour, bienvenue. Bonjour Osé, merci une fois de plus pour l'invitation, et donc c'est toujours un plaisir pour moi, et ça a toujours été un plaisir pour moi de prendre part à ces programmes. Et donc voilà, il y a beaucoup de sujets à développer. Je crois qu'au cours de ces programmes, de cette émission, nous aurons la possibilité d'apporter des éléments d'information à l'opinion publique. Justement, et j'ai également sur ces plateaux, comme co-débatteur de Tony Antoine Dibendila, Serge Bétou. Ce n'est pas une première fois que vous soyez invité sur ces plateaux. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Monsieur Osé, pour cette invitation. Merci pour cette marque de confiance, et je remercie aussi Ecofin TV. Merci. Ok. Alors, les hostilités peuvent débuter, le débat est lancé sur ces plateaux. Le premier sujet, je vais commencer avec vous, Tony Antoine Dibendila. On va d'abord parler un tout petit peu de la situation sécuritaire, avec notamment, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, la demande de sanctions de Kinshasa contre Kigali, à la suite justement du rapport des experts des Nations Unies. Alors, d'après vous, ces sanctions pourraient-elles dissuader le Rwanda de soutenir le mouvement terroriste du M23? Je venais de lire il n'y a pas longtemps un communiqué du gouvernement congolais qui justement faisait allusion à des sanctions internationales contre les Rwandais au regard de ces actions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais je voudrais ici exprimer mon désarroi, mon regret face à la gestion de cette question par nos autorités en tout cas. Il y a des efforts qui sont fournis, certes, mais je crois que le temps n'est plus à appeler les sanctions. On peut toujours appeler, mais je crois qu'on doit passer à l'action, véritablement passer à l'action. Vous savez, il y a de cela près de 30 ans que les Rwandais occupent quelques territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, d'abord via certains groupes armés, et puis là présentement, ça fait déjà plusieurs années, l'État congolais l'a dit, et je ne pense pas que l'État congolais, les communiqués de la fois passée par exemple, je ne pense pas que l'État congolais va aujourd'hui se réjouir en quelque sorte pour dire que voilà, maintenant la communauté internationale a abordé, et dans notre sens a pris en compte notre thèse parce qu'il y a des nouveaux éléments. Mais non, ça a toujours été comme ça. Les Congos nous sont mieux placés pour savoir ce qui se passe chez nous. Ce ne sont pas les experts de l'ONU qui viendront chez nous pour nous dire ce qui se passe, et nous n'avons pas besoin des éléments à apporter. Le président Tshisekedi l'a dit il n'y a pas longtemps, nous avons des preuves que les Rwandais est sur le sol congolais, et ce n'est pas les M23 qui se bat contre la République démocratique du Congo, mais voilà, c'est l'armée rwandaise, et aujourd'hui on affirme même qu'il y a également l'armée ougandaise dans notre territoire, et donc moi je dirais il faut vraiment ouvrir l'œil et les bons, parce que je dirais qu'il y a une sorte de complicité. La complicité est connue, mais même dans la sous-région, on voit des nations qui agressent comme ça. Alors, il y a des
rapports, il y a d'après des vous, données, il y a des données, il y a des preuves, il y a des faits. Les Congos devaient s'organiser pour répondre conséquemment. Parce qu'en fait, vous savez qu'en termes de relations internationales, il y a la réciprocité. Si les Justement. autres sont, sur notre Alors, en gros, sont dans notre territoire, on doit nous aussi aller là-bas et voir ce que vous ça l'avez va entendu, produire. Bendila, d'après vous, les sanctions que demande la RDC de la part de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda peuvent-elles dissuader ces Mais pays tout à fait. Mais moi, je de vais vous soutenir dire. les rebelles du Mais M23? moi, je vais vous dire. Pardon, ça va faire quoi? Dissuader. Mais les rebelles sont les rebelles. On sait qui aujourd'hui pilote la guerre dans l'Est. On sait aujourd'hui qui pilote l'agression rwandaise. L'agression rwandaise en RDC. On sait aujourd'hui qui pilote les massacres des populations civiles congolaises. On sait qui aujourd'hui est derrière les déplacements massifs des Congolais à l'intérieur de leur pays. 7 millions. Nous le savons. 7 Et millions. justement, parlant de sanctions économiques, il y a déjà gel de 20 millions d'euros Oui, d'aide mais- militaire de l'Union européenne au Rwanda. Mais on le sait. La diplomatie congolaise. J'étais en train d'arriver. Ok, Non, allez-y. mais il faut aller au-delà de ce qu'on Allez-y. appelle la diplomatie congolaise. Là, on sait aujourd'hui, il y a passe d'armes entre la Belgique et les Rwandais. Les courants ne passent pas. Et donc, ce sont des répercussions plausibles. Les Rwandais ont bloqué la nomination d'un CG belge comme, La Belgique, je crois, dans la région de Grand Lac. C'est un diplomate belge qui devait la Belgique gérer avait une mission. justement l'ambassadeur. Oui, la Belgique avait refusé l'ambassadeur Karega qui est accusé d'assassinat, des crimes. Que Patrick Cargué a en Afrique du Sud. Qui était ici Cargué, oui. chez nous. Il est accusé d'assassinat et tout. Il y a une enquête journalistique qui les pointe du doigt. Voilà, et la Belgique a voulu ne pas prendre Mais ne quelqu'un pensez-vous pas aussi entaché. pensez-vous Non, pas que j'arrive. ce montant-là, 20 millions. Non, j'arrive. Ça- Permets-moi de développer. Oui, J'arrive. allez-y. J'arrive. J'ai dit ceci. C'est là, cette sanction-là est arrivée parce qu'il y a aujourd'hui un problème entre le Rwanda et la Belgique. Et donc, dans l'Union européenne, la Belgique a fait bouger ses pions et voilà, on a bloqué ces 20 millions que les Rwandais avaient déjà récupérés il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, c'était une autre aide. Là, on a gelé pour l'instant. Mais moi, je vais revenir sur la question du Rwanda. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit agir en conséquence. On a trop parlé. On doit se préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. On est aujourd'hui en face de quelqu'un de cynique qui n'écoute rien, qui se croit les plus puissants. Et donc, le Congo doit s'organiser en conséquence et agir en conséquence. Et nous savons que si les Congos, ce qui est vrai, la communauté internationale cherche à contenir une région un conflit qui pourrait devenir régional. Voilà, il veut qu'on dise parce que la communauté internationale, c'est que si les Congos ouvrent une guerre directe contre le Rwanda, ça va aller au-delà parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, l'Ouganda va rallier le Rwanda pour nous faire la guerre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans la sous-région, il n'y a aucune nation qui est avec nous, qui nous accompagne. Tout le monde voit, tout le monde le sait. Qui ne sait pas que les Rwandais et les Ougandais sont chez nous, ils pillent. Et cette guerre-là, c'est purement économique. C'est purement économique. C'est pour piller les ressources minières, c'est pour piller les ressources agricoles. C'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il y a la transition énergétique. Ils prennent les minerais stratégiques pour aller les vendre, ainsi de suite. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Les autorités congolaises le savent. La communauté internationale le sait. Toutes les missions envoyées là-bas, les experts, tout le monde le sait. Notamment avec le Rwanda pour la chaîne de valeur de minerais stratégiques. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des captures satellitaires, il y a tout. Les drones ont pris, il y a tout. Il n'y a rien aujourd'hui. C'est-à-dire que la balle reste dans les camps de la République démocratique du Congo d'agir en conséquence. Si aujourd'hui on estime qu'on n'est pas assez prêt, les forces armées de notre pays ne sont pas assez prêtes. Si elles estiment comme ça, les autorités congolaises, que nos forces armées ne sont pas assez prêtes pour ouvrir une guerre directe, alors on doit se préparer en conséquence. On se donne ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans de préparation, on se prépare sérieusement. 5 ans, et puis on va en découdre. Mais oui, non, ils se préparent aussi. Hein. De l'autre côté, ils vont pas croiser le bras. Hein. Mais tout à fait. De l'autre côté, ils vont pas croiser le bras. Mais tout à fait. Nous, on va se préparer en conséquence. Et puis ce qui va arriver, va arriver. Voilà. Parce que de toutes les façons, on a plus rien à perdre. Plus de 10 millions de Congolais sont morts. Si on transporte un tel chiffre en Occident, ça va faire comme. Ce sont des nations qui sont décimées. Donc voilà. La demande de sanctions économiques de Kinshasa contre Kigali, outre ces gels de 20 millions d'euros de l'Union européenne, d'aide militaire de l'UE au
Rwanda, il y a également la trêve recommandée par le JSA, trêve Mais qui a été justement violée. Tout à fait. L'armée congolaise a dénoncé. Mais nous sommes dans des dénonciations, malheureusement. C'est ça le problème. On a toujours été dans les dénonciations. Il y a de cela 30 ans. Aujourd'hui, 30 ans après, on continue à dénoncer. Il y a violation, les Rwandais ne respectent rien. Mais ce sont des gangsters, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Kagame est un criminel. Il va respecter quoi finalement? Rien du tout. Il faut agir en conséquence. En arrière, les sanctions économiques ne risquent-elles pas d'impacter également négativement les populations congolaises? On a suivi la récente sortie médiatique de la ministre des Affaires étrangères qui l'a fait savoir, parce que justement il y a dans la partie est le deux pays. Non, mais non, à ce niveau-là, il faut pas confondre. Il faut pas confondre. Il y a eu certaines allégations. Il y a eu certaines allégations où les gens, ou en fait, certaines exigences ou des demandes, les gens demandaient à la RDC de sanctionner le Rwanda ou de bloquer la frontière, ainsi de suite. C'est ça justement. C'est sur cette question-là, c'est sur cette question-là que les ministres, Madame la ministre des Affaires étrangères avait répondu pour dire qu'écoutez, voilà, il faut vraiment approfondir la question parce que les populations congolaises de cette partie-là, peuvent être impactées également. Justement. Mais les sanctions internationales, les sanctions économiques, on ne peut pas craindre ces sanctions-là. Ça sera apaisé, mais justement, ça ne va pas impacter sur nous. Population, les sanctions seront peut-être ciblées et autres. Et puis au-delà de ça, mais regardez aujourd'hui, la Russie a envahi l'Ukraine. Mais regardez combien de sanctions. 21 000 sanctions. La communauté internationale a imposé à la Russie. Donc, 2 poids 2 mesures, c'est long. 30 ans. C'est au-delà même des 2 poids 2 mesures, je ne sais même plus ce que je peux dire. Il faut chercher un autre. Au-delà des 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire là, on a même cassé la balance. Oui, donc c'est-à-dire que la communauté internationale doit être conséquente. La République démocratique du Congo est agressée. Toutes les données sont sur la table. Ils ont toutes les données, toutes les preuves. La République démocratique du Congo les a, la France, les États-Unis et tout. C'est l'Union européenne. Ils ont ces éléments de preuves. Et la vérité est que ce sont eux qui sont derrière cette histoire-là. On le sait. Ils manipulent, tirent des ficelles pour faire bénéficier leurs multinationales gratuitement et au prix du sang de nos minerais qui sont aussi importantes dans ces contextes de transition énergétique. Donc voilà, moi j'exige, je demande aux autorités congolaises d'agir en conséquence. On a toutes les données, on a pu annoncer et c'est fini ces histoires. Alors je vais me tourner vers vous, Serge Betou. Kinshasa demande à la communauté internationale de tirer toutes les conséquences du nouveau rapport des experts des Nations Unies et en donnant des sanctions économiques contre le Rwanda. Ces sanctions pourraient-elles dissuader le Rwanda, d'après vous? D'après moi, bon, ces sanctions peuvent, oui, bien sûr, bien entendu, dissuader toutes les manœuvres du Rwanda en RDC. Parce qu'on le voit également avec la Russie, les sanctions n'ont pas dissuadé Moscou. Non, mais il ne faut pas comparer la Russie avec le petit Rwanda. Le petit Rwanda. Il ne faut pas comparer la Russie avec le petit Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda produit? Voilà. La Russie produit ses propres armes, la Russie produit sa nourriture, la Russie produit tout. Voyez un peu, c'est très différent. Raison pour laquelle les sanctions n'ont pas dissuadé ces pays. Non. Voilà. Différemment du Rwanda, les sanctions économiques peuvent payer lourdement. Vous voyez un peu. Et moi, je crois qu'il ne faut pas, comme mon co-débatteur vient de le dire, il ne faut pas que nous puissions rester sur ce point-là, réclamer les sanctions. Gargariser des mots, tenir des discours. Parce que c'est comme si nous demandons l'autoflagellation à ceux qui soutiennent le Rwanda. Parce que, dites-vous, lorsque le Rwanda pille en RDC, pille nos minerais, à qui ça profite? À qui profitent ces minerais? Les multinationaux. Quels multinationaux? On a vu notamment... Des Occidentaux. Récemment, le gouvernement congolais a porté plainte contre Apple, etc. Contre les géants américains. Oui. Qui soutient le Rwanda? Le budget du Rwanda, à plus de 40%, je crois, est soutenu par qui? Parce que le Rwanda comment dirais-je, le Rwanda ne finance pas son budget à 100%. Et lorsque la moitié du budget rwandais est soutenu par ces mêmes occidentaux, c'est-à-dire lorsqu'ils donnent le moyen au Rwanda, c'est-à-dire ils payent, c'est-à-dire voyez. Mais ces mêmes occidentaux, peu à peu, on sent qu'il y a quand même ces petits changements.
les États-Unis a réagi, réagissant par rapport à ces mêmes rapports, a quand même reconnu. Mais quel genre de réaction? Des Des réactions qui se limitent par des textes, c'est-à-dire des réactions verbales. Non. Hein? Mais il devait aussi réagir de la même manière avec la Russie. Nous exhortons à la Russie de retirer ses troupes sur le sol ukrainien. C'est ce qu'il devait aussi faire. Vous êtes du même avis que tu as entendu Bendila, la guerre qui s'est vue à l'Est, et c'est une guerre purement économique. Purement économique. Parce que hier, c'était quoi les raisons du Rwanda? Non, il y a des FDLR. Avez-vous déjà suivi l'histoire, comment dirais-je, un film documentaire sur la première guerre de l'Est, c'est-à-dire vers les années 96? Voyez-vous? Le Rwanda. De la même manière qu'ils avaient créé l'AFDL, n'est-ce pas? Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le général Kanyumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major rwandais, et James Kabarebe, que nous sommes allés chercher M. Laurent Désiré Kabila. Nous l'avons présenté à Deogracias Bouguera, et Deogracias suivait-les quand il dit je vis un homme avec beaucoup de cheveux et plutôt avec une tête rasée et des sandales. Vous avez déjà suivi ces documentaires. De la même manière ils ont créé l'RC de Goma, de la même manière ils ont créé les CNDP, et de la même manière ils ont créé les M23. Oui, bon, ils se choisissent certains Congolais des pacotilles pour mettre à la tête. Écoutez, ils sont derrière. Vous voyez? Oui. Voyez un peu. Alors, dire que, non, bon, écoutez, nous demandons les sanctions économiques, c'est comme si nous demandons à celui qui nous agresse l'autoflagellation. Parce que l'agression, le Rwanda n'est que une fumée, c'est pas moi. Voilà. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, ceux-là allument le feu, et puis ils viennent, ce sont le pyromane, et ils viennent jouer aux pompiers. Outre, en fait, il y a également quand même, comme je disais tout à l'heure à Tony Antoine Dibendila, il y a le ségel de 20 millions d'euros d'aide militaire de l'UE. 20 millions d'euros. Au Rwanda. Okay. C'est l'argent de poche de certains Congolais. Hein. Avec 20 millions, on peut acheter... plusieurs Kalachnikov. Par exemple. Oui. Voyez un peu. Non, ouais. 20 millions d'euros, ça représente quoi? Certes, c'est beaucoup d'argent pour un Congolais lambda. Un montant non, attendez. Ici, on gèle 20 millions d'euros. De l'autre côté, on l'octroie 1 milliard de dollars américains. Oui, c'est la Corée du Sud, hein, il faut le dire, hein, parce que c'est à la place publique qu'ils ont été 1 milliard de dollars. Ouais. Et qui ne sait pas que la Corée du Sud joue le collimateur des Occidentaux face à la Corée du Nord? En réalité, bonnet blanc, blabodé. Ouais, un peu. Ce n'est que de la poudre aux yeux. C'est du saupoudrage. Voilà. C'est comme ce que les Roumains ont fait, hein, la Roumanie, puis aussi de la Pologne, par exemple. La Pologne est allée signer des accords militaires, et il a même dit que, bon, j'entendrai qu'ils ont même eu à tenir une aide militaire, et ils ont tenu des propos du genre, c'est lui qui touche au Rwanda et nous allons intervenir militairement, etc. La Pologne est un membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Vous voyez? Donc, qu'il cesse de nous endormir avec... La trêve humanitaire recommandée par les USA, trêve qui a été respectée par la RDC, il faut le dire, violée par le mouvement rebelle. Mais parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas... Ils jouissent... Signe de bonne volonté. Non, mais... Apaiser ton soi. Non. Moi, je ne trouve pas. Je ne vois même pas un signe de bonne volonté là. Parce qu'ils savent que nous ne serons pas sanctionnés. Nous ne serons jamais sanctionnés. Combien de fois? Est-ce le premier rapport que les Nations Unies a étalé au grand jour? Non, mais après... Nous avons les rapports mapping. Les États-Unis, reconnaissent que... De la même manière que les États-Unis transitent vers le Rwanda. De la même manière illicite. De la même manière que les États-Unis avaient reconnu la mort, ou soit l'explosion qu'il y a eu à Mugunga, hein, tiré par l'armée rwandaise, bombardement, par l'armée rwandaise. C'est les États-Unis qui ont déploré. Mais quelles ont été les sanctions? Voilà. Mais attendez, essayons cette on exige, vous exigez quand même les sanctions. Oui, nous exigeons, c'est la RDC, le gouvernement. Oui, nous sommes dans la logique de la diplomatie. Il est vrai, le gouvernement congolais veut suivre la voie, n'est-ce pas, légale, toutes les bonnes voies. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, écoutez, il y a une chose. Lorsque nous essayons, le jour où la RDC prendra la décision de bombarder une ville du Rwanda, vous verrez toute la communauté internationale. Non, c'est-à-dire, nous aurons des sanctions derrière nous, massacrer contre les Tutsis. Ils ne vont pas parler des Rwandais, hein. Massacrer contre les Tutsis. Pour preuve, Kagame est passé à la télévision lorsqu'ils ont assassiné Patrick Karegeya en Afrique du Sud. Il est passé à la télévision devant la presse rwandaise pour dire que non, voilà, toute personne qui s'hasarderait à trahir le Rwanda
ne va pas vivre. Alors, en Vous l'avez conclusion, suivi. d'après Et vous, nous avons pris des mesures, la RDC a pris des mesures à l'encontre de tous ceux qui trahissent, c'est-à-dire pour les hautes trahisons, tous ceux qui collaborent avec l'ennemi, d'élever le moratoire de la peine de mort. voilà. Avez-vous comment est-ce que l'Union européenne s'était levée? Vous voyez un peu, lorsque Kagame a parlé, hein, Vous êtes carrément du même avis qu'Antonio Antonio ouais. Bendila. Ouais, l'Union européenne. Et Il y a eu même de prélats. Il y a eu même de prélats qui ont dit que non, c'est les reculs en arrière. Mais lorsque les Nations Unies, comme on publie le rapport attestant la présence de plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais, mais je ne vois pas les prélats. Je ne vois pas ceux-là qui se sont levés pour condamner la peine de mort, alors, pour saluer le leadership du Rwanda. Non, ce n'est pas le sujet, mais je dis, c'est-à-dire, je parle par rapport aux réactions qu'aurait eu, n'est-ce pas, comment dirais-je, ce soit. Voilà pourquoi je disais que vous êtes à peu près du même avis qu'Antonio Antonio Bendila. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Alors, d'après vous, quelles mesures supplémentaires pourraient être prises pour stabiliser la région qui est depuis longtemps gangrénée par des guerres? Ne nous attendons pas à une réaction du genre sanctions contre le Rwanda. C'est pas pour demain. Les sanctions économiques qui exigent c'est pas justement pour la demain. RDC. C'est pas pour demain. Prenons-nous en charge. Vous savez, la RDC a la capacité de mobiliser même une armée de 20 millions d'hommes. Il y a de par notre problème, population. il y a le moyen. Non, il n'y a pas. Puisqu'on parle de moyens déjà. Non, mais voilà. plus que. Non, attendez. La RDC est capable de mobiliser une armée de plus de 20 millions d'hommes. C'est pas question de moyens. Certes, oui, on peut parler de moyens financiers, etc. Rien ne manque à la RDC. Mais je ne demande pas qu'on puisse mobiliser toute une grande armée comme ça, mais je dis seulement que nous puissions être sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Le Rwanda, Kagame, ces vampires. Ces vampires de Kagame ne comprennent qu'un seul langage. Ils comprennent que le son des armes. On va à présent prendre le deuxième sujet. Conformité des entreprises à la loi sur la main-d'œuvre étrangère. Le ministère de l'Emploi en RDC accorde un moratoire de 60 jours. Alors, puisque j'étais déjà avec vous, je vais rester avec vous. Alors, pensez-vous que cette mesure pourrait affecter le marché du travail local en RDC? Il faut commencer par localiser. Il y a combien d'expatriés qui occupent séparément de postes dans cette entreprise? Vous voyez, la RDC, j'aimerais faire comprendre que la RDC, au Sotavi démocratique du Rwanda, n'est pas contre l'emploi des expatriés, mais nous voulons que ça soit régularisé, réglementé. Parce que je l'avais dit une fois, la première fois où je suis passé par ici comme étant entrepreneur, j'ai parlé de ça, parce qu'il y a une concurrence déloyale. Aujourd'hui, nous voyons les expatriés faire ce que les Congolais sont en train devaient faire. Cette mesure, oui, c'est une bonne mesure, ce sont des bonnes décisions. Je crois que si et seulement si ces décisions sont mises en application, sont vraiment mises en application. Si et seulement si, parce que la grande crainte, c'est que ça reste une lettre morte, comme d'habitude. Alors, puisque la crainte est justement que cette décision reste une lettre morte, alors comment surveiller et assurer la conformité des entreprises à cette législation? Comment alors peut-on faire pour veiller à la stricte application de cette mesure? Déjà, en lisant je sais pas moi, cette note circulaire ou soit cette décision, c'était un communiqué du ministère de l'Emploi datant du 1er juillet. Il y a des équipes qui sont mises en place pour pouvoir veiller à l'application de cette décision, ce qui est une très bonne chose. Nous ne voulons pas faire ici, comment dirais-je, comme sous d'autres cieux. Vous ne voulez pas qu'il y ait une discrimination? Non, c'est pas une discrimination, c'est juste même une discrimination. Il y a des discriminations positives. J'ai parlé une fois ici, en Afrique d'ici, on parle de la discrimination positive. C'est-à-dire il y a des secteurs de travail qui n'est réservé qu'aux Sud-Africains et encore noirs. En RDC également, il y a de lois justement telles que les commerces de détail est réservé aux stricts Congolais. Mais, comme vous le disiez, il souffre justement dans son application. Parce que l'homme congolais a un problème d'éthique. Vous voyez un peu, quand je parle de l'homme congolais, c'est-à-dire ceux qui devaient faire appliquer cette loi. Voyez-vous un peu.
Pourquoi est-ce que cette loi souffre? Parce que je sais qu'une fois que je suis sur le terrain pour contrôler et que je vois réellement qu'il y a eu des forfaitures ici, une fois qu'on me présente des billets verts, eh bien, je laisse tomber, je laisse passer. Allez, circulez un peu. Surtout, je parle dans mon domaine, hein. Circulez les chantiers de Kinshasa qui sont tenus par des expatriés. Ces chantiers, vous verrez que, vous verrez, ceux qui dirigent les chantiers sont que des expatriés. Et parfois qui ne sont pas en règle avec en termes de papier. Ouais, nous avons aussi des sans-papiers ici, hein. Ah oui, c'est pas seulement les Africains qui sont sans papier là-bas, des immigrés sans papier. Ils sont nombreux, surtout chez les Indo-Pakistanais. Et ils travaillent. Et avec quel salaire? Ils sont mieux payés par rapport aux Congolais. Ils sont très bien payés par rapport aux Congolais. Mais si vous regardez dans le fond, ce sont les Congolais qui exécutent tout ce travail. Ils font le sale des zones. Le grand problème, c'est quoi encore? Le grand problème, c'est que nous déplorons. Ce sont nos marchés, le marché qui sont attribués à ces expatriés-là. Vous voyez un peu? Je ne refuse pas de marché congolais. Je ne refuse pas qu'on attribue des marchés, mais il y a des types de marchés, donc on doit quand même catégoriser. On doit quand même catégoriser. Compétences. Quelles compétences? De quelles compétences parlez-vous? Parce que tous ceux qui exécutent ce marché sont que des Congolais. Il y a beaucoup plus de Congolais. Ceux qui exécutent ce marché sont sous la direction de ces exécutifs. Voilà. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il s'agit des grands marchés, on voit des étrangers, etc. Ce sont eux qui bénéficient des grands marchés. Le forage d'eau, par exemple. Vous voyez, c'est une entreprise camerounaise. Vous voyez. Alors, justement, je vais revenir vers vous. Je vais me tourner vers moi, vous. Je pense qu'on doit régulariser et on doit taper vraiment le poing sur la table. En définitive, la mesure, elle est bonne, mais il faut veiller sur son application. Sinon, ça ne serait pas 60 jours, donc faire un contrôle drastique. Je vous dis, si ces contrôles sera pris au sérieux, vous verrez beaucoup d'expatriés seront rapatriés dans leur pays parce qu'ils n'auront pas de papiers. Il y a des clandestins, il y a des expatriés, ils viennent ici en cargo. Ils passent par Matadi, je vous dis. Allez demander aux Matadiens. Vous avez des preuves? Non, mais attendez. Moi, j'ai eu à travailler. Il y a des preuves. Mais attendez. Mais si en France, il y a des clandestins, en Europe, il y a des Africains qui entrent par clandestinité, il y a combien plus forte raison ici au Congo? En Afrique. Alors, certes, je vais revenir vers vous. Je me tourne vers Tony Antoine Dubendila. Conformité des deux entreprises à la loi sur la main-d'œuvre étrangère. Le ministère de l'Emploi a accordé un moratoire de 60 jours à ces entreprises-là. Tony Antoine Dubendila, pensez-vous justement que cette mesure pourrait affecter positivement ou négativement le marché du travail en RDC? Je commence par répondre que le secteur de l'emploi chez nous, c'est l'un des secteurs les plus abandonnés. Les plus oubliés. Je rappelle que nous avons mené une enquête à Ecofin, qui a même été diffusée dans le cadre de l'émission Angle. Je crois que vous avez suivi tous les contenus rapportés. Je vais revenir dessus. Bon, pour l'instant en tout cas, j'accorde les bénéfices du doute au nouveau leadership du ministère de l'Emploi. Voilà. J'accorde les bénéfices du doute. J'espère que les nouveaux leadership pourra apporter, je l'espère en tout cas, nous avons vu ce qui se passe. Parce qu'en réalité, en fait, il y a trop de mesures cosmétiques. Tout simplement pour embellir, pour peut-être faire peur aux employeurs, et puis on va envoyer des gens là-bas rançonner ces gens-là. Je ne dis pas que ça sera comme ça, entre guillemets, mais c'est ce qui se fait, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait bousculer, l'argent se trouve où? Donc c'est ça la crainte. L'argent se trouve où? J'avance, voilà. L'argent se trouve où? Chez les employeurs. Alors on le bouscule un peu, ceux qui ont des étrangers dans les rangs, comme ça ils n'ont pas des certificats pour travailler pour travailler en RDC. Ces étrangers là, on va les bousculer, on va envoyer nos gens, ils vont discuter, ils vont récupérer les enveloppes et les amener ici. Mais il n'y a pas longtemps, et l'ancienne ministre de l'Emploi, Claudine Douce, je crois bien, c'est ça. Claudine Douce, il y a eu des travaux pour recruter des nouveaux contrôleurs et inspecteurs de travail.
des travail. Mais la ministre l'avait dit, l'ancienne ministre l'avait dit clairement, qu'il y avait à boire et à manger. Vous savez qu'on parle des travailleurs étrangers, mais parlons d'abord des travailleurs congolais, des travailleurs congolais aussi. Parlons des travailleurs journaliers. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent après? Il n'y a pas de loi qui les protège. Vous avez suivi les présidents de l'association congolaise à Cage, en fait. À Cage. Mais il a dit clairement, il n'y a pas de loi qui protège ces gens-là. Nous-mêmes, nous sommes battus pour aller pour pouvoir avoir les inspecteurs du travail pour nous répondre. On avait quelques questions, mais ils nous ont invités. Ils ont fui délibérément parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais les journaliers l'ont dit. Ils arrivent ici, ils viennent comme s'ils venaient pour contrôler. Après, ils iront voir les patrons, ils sortent avec des enveloppes et ils partent. Qu'ils abandonnent ces journaliers-là à leur triste sort, il faut le voir. Ils travaillent de 7h à 18h pour gagner 6500, 6000 francs. Transport y compris. Il faudrait beaucoup plus de rigueur. Non, mais j'ai dit ceci. C'est une question de responsabilité. C'est une question de... C'est-à-dire, certaines de nos autorités, ce sont des gens, c'est comme s'ils vivaient ailleurs. Non, mais excusez-moi, Tony, c'est pas seulement des autorités. Ça va être le certaines de nos autorités. Un inspecteur faire une descente sur place. Mais c'est ça que j'ai dit, certaines de nos autorités. Mais l'inspecteur du travail, dans son service, c'est une autorité. Ils arrivent sur les lieux. La faute revient à l'autorité ou bien à l'inspecteur. Mais c'est ça que j'ai dit. Chacun joue sa partition. Écoutez, j'avance s'il vous plaît. Vous pensez vraiment que ces inspecteurs-là, ce qu'ils font, ces pratiques-là ne sont pas connues par leur hiérarchie? C'est sûr. Vous supposez, mais c'est comme ça. Mais ça se passe comme ça. Lorsqu'ils descendent sur les terrains, les hiérarchies savent. Ils vont ramener de l'argent. Ils se partagent. Ils ramènent le rapport. Mais oui. Le rapport, c'est ce qui est vu par la hiérarchie. Mais s'agissant de l'argent, on n'a pas de preuve. Mais je vous dis, quand la ministre, l'ancienne ministre du Travail, a affirmé que le travail se faisait avec beaucoup de complaisance, qu'ils avaient des rapports, ainsi de suite. Si la ministre est informée, vous pensez que l'inspection du travail, là, les autorités des inspections du travail ne sont pas... C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est une question de responsabilité, de conscience. Il y a eu des travaux à propos. L'ancienne ministre de l'Emploi et les VPM de la fonction publique, ils ont travaillé dessus. Ils veulent recruter davantage les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail pour justement arriver à assainir et puis voir s'il faut sanctionner certains et tout. Parce qu'en fait, il faut mettre des mesures concrètes pour contraindre ces inspecteurs-là de faire un véritable travail. Au-delà de ça, il faut une loi qui protège ces travailleurs journaliers, ainsi de suite. Mais il y a des lois existantes. Non, il n'y a pas une... Non, mais Akash suit ces dossiers-là. Ils l'ont dit clairement. Les coordonnateurs d'Akash, Cap Kiambala dit clairement, ils étaient en train de faire un lobbying pour pousser à ce que il y a une loi qui protège en termes des barèmes salariales et tout, qui protège même les travailleurs journaliers là. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui, on parle d'une mesure pour contraindre les travailleurs étrangers à avoir des cartes. Mais lorsque les travailleurs congolais ici sont négligés, sont abandonnés, vous allez ils iront coincer les travailleurs étrangers. D'ailleurs ici, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs ici, quand on voit un Congolais, un étranger, on favorise un étranger. Mais d'après vous, c'est pas une priorité. La mesure prise par le ministre Ephraim Akouakoua n'est pas une priorité. On aurait dû... Ce n'est pas une priorité, cette mesure-là. Non, mais je dis ceci. Non, je ne remets pas en cause la mesure prise. Les travailleurs étrangers doivent se munir des cartes de travail en RDC pour travailler. Ça se fait partout. Mais j'ai dit ceci. Comme ça, on est coopté. C'est ça que je suis en train de dire. On sait ce qui se passe. Sur le contrôleur on veut bousculer les employeurs. Peut-être... Ça se transforme. Les mesures sont la mesure prise est bonne. Mais Tony Antoine Benda, c'est une sorte de supposition. J'ai dit ceci. La mesure prise est bonne. Mais que cette mesure-là ne soit pas une mesure cosmétique. Juste pour faire peur aux employeurs et après envoyer des collaborateurs pour aller prendre de l'argent. J'ai dit que cela ne devienne pas qu'ils fassent des travail comme il faut. On ne va pas. C'est pourquoi j'ai élargi la question. J'ai dit ceci. On évoque la question on évoque les travailleurs étrangers qui bien évidemment travaillent ici. Mais on doit également parler des travailleurs congolais. Il faut commencer.
Mais il faut commencer la charité bien ordonnée. On doit commencer d'abord par... Mais la charité bien ordonnée, on coince, on fait en sorte que les travailleurs congolais soient... On fait en sorte que les travailleurs congolais soient protégés, voilà. Que les employeurs les SMIC soient respectés. Les SMIC soient respectés, même si SMIC-là est aujourd'hui dépassé. Mais il faut écouter les journaliers là, ils disent... Les blancs là, l'air disent, voilà, c'est pas nous, ce sont vos autorités. Vos autorités, c'est ce qu'ils disent. Mais si ce n'était pas nos autorités, si c'était ces blancs là, pourquoi nos autorités, les inspecteurs du travail, les contrôleurs, ainsi de suite, pourquoi ils n'ont jamais été dire à l'égard de tous ces Indiens, de tous ces je sais pas, Pakistanais ou Libanais qui font croupir les Congolais ici. Donc voilà, c'est ça justement le problème. C'est-à-dire que il faut beaucoup de rigueur dans le secteur de l'emploi. Le président Tshisekedi... Il faut beaucoup de rigueur dans le secteur de l'emploi. Le président Tshisekedi a fait de ses mandats, a fait la question de l'emploi un de ses piliers, une de ses priorités. Et donc voilà, on doit, oui, créer des emplois, c'est bien, mais aussi assainir ces secteurs-là, être rigoureux à l'égard des employeurs et puis faire en sorte que les Congolais soient rémunérés convenablement. Serge Bétou, rebondissez, on va entamer le dernier sujet. Il est question des Congolais. La prise de conscience, comme Anthony venait de le dire. Vous savez, faites seulement... Tony. Voilà. Je crois que nous-mêmes, de notre côté, nous devons aussi être sérieux. Voyez-vous. Faites seulement, sillonnez seulement certains ménages de Kinshasa où ils ont des bonnes ou soit des femmes de ménage. Combien est-ce qu'ils payent leurs femmes de ménage? C'est une question de mentalité. C'est une question aussi de mentalité. Voilà. Quelqu'un qui travaille du matin jusqu'à 18h, voire 19h, parce que moi j'ai vu, vous lui donnez 100 000 francs congolais le mois. Voire, il y a de ceux-là qui touchent 70 000 francs congolais le mois. Pour qu'il paye quel genre de loyer? Parce que c'est une mère de famille, une femme au foyer. Vous voyez comment est-ce que nous sommes méchants pour à l'égard de nos propres frères et de nos et cela justifie donc le fait que les expatriés puissent venir faire parce n'importe quoi dans les secteurs de l'emploi. La façon dont nous-mêmes nous traitons, ils s'inspirent. Ils s'inspirent. Voyez un peu. Vous voyez quelqu'un qui travaille chez, c'est pour moi un chef d'entreprise ou un ADG, mais ce monsieur qui touche des millions paye à son employé 100 000 francs congolais. Mais ça, il faut être diable. Il faut avoir un esprit. Parfois, je me pose la question. Sur la mentalité. Non, c'est sur la mentalité. Comment est-ce que nous agissons? Parce que j'ai dit, comme je l'ai dit ici, il y a toutes les bonnes lois déjà prises. Moi, je crois qu'il y a des lois qui protègent même les journaliers. Vous voyez, par exemple, un journalier, lorsque vous engagez un journalier, il ne peut pas faire au-delà des 3 mois, vous devez en principe l'engager. Qui protège peut-être, mais pas suffisamment. Voilà, peut-être c'est que Tony Antoine Libendila voulait dire, qui ne protège pas suffisamment. Moi, je crois qu'il faut aussi voir du côté salarial. Voilà. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un, voyez un peu le panier de la ménagère congolaise. Pouvez-vous vivre même avec un 100 $ aujourd'hui au Congo? À Kinshasa, précisément. Si déjà le loyer pour un studio revient à 100 $, hein? Et prenez les transports journaliers, les transports que vous payez chaque jour. Prenez, c'est pas moi, vous devez manger, vous devez vous vêtir et tout ça. Alors, puisqu'on parle déjà de... Dans une ville sale, il y a encore de la maladie. Et lorsque vous tombez malade, là, prenez la consultation du médecin, c'est quoi? On va rester dans le débat. Alors, on va prendre le dernier sujet. Processus de mise à la retraite. Le gouvernement consacre une enveloppe budgétaire de 266,5 milliards de francs congolais. Alors, Serge Bétou, on va rester également avec vous. La problématique de la retraite en RDC est complexe et présente donc plusieurs défis, ça il faut le dire. Alors, peut-on dire qu'à ce jour, le rajeunissement progressif du personnel de l'État va bon train, notamment avec cette mesure du gouvernement, mesure prise lors du dernier conseil de ministres? Oui, ce sont des bonnes mesures. Moi je dis que ce sont des bonnes mesures, mais il faut aussi entrer dans le fond. Quelqu'un qui a fait, il y a de ceux-là dans la fonction publique qui ont fait, je crois, plus de 4 décennies. Qui sont là, moi je connais quelques-uns d'entre eux. De papa, ils sont entre jeunes, ils ont vieilli dans la fonction publique. C'est, en termes de dollars, c'est 97 millions de dollars. 97 millions. Pour combien de retraités, combien de personnes qui iront à la retraite? 12 000 apparemment. Donc c'est dire ce qui fait au total, ce qui fait en moyenne 7 931 $. Ok. Bon.
C'est pas moi. Pour quelqu'un qui a fait 41 ans de service, 40 ans de service avec 7 millions de, 7 000 $. Mais déjà, il faut Non, savoir, non, oui, c'est la volonté. Là, je parlais justement du rajeunissement. Rajeunissement, oui. Parce que comme on le disait tantôt, par rapport au secteur de l'emploi, il y a un problème. Je suis d'abord sur l'aspect pécuniaire. Voilà. Je suis sur l'aspect pécuniaire. Certes, c'est quelque chose parce qu'on a vu des anciens premiers ministres avaient déjà eu à, proposer un montant. Voilà, un montant. C'était autour de 2500 $ par agent. Mais il faut également noter que depuis l'avènement de Jean-Pierre Liaou, il y a environ 12 000 agents retraités. Oui, ça c'est quand même. Oui, je salue sa façon de travailler, je salue son abnégation à son ministère. C'est une très bonne chose. On a déjà en octobre 2022, il y a eu environ 6 000 agents qui ont été mis à la retraite. Et en février, une deuxième vague a concerné 6 369 agents, donc qui fait en tout déjà autour de le rajeunissement de l'administration publique, c'est une très bonne chose aussi. C'est une très bonne chose. Il faut donner la chance aux jeunes, parce qu'on dit-on, la jeunesse c'est l'avenir de demain, n'est-ce pas? Il faut donner la chance aux jeunes, mais je crois que il y a encore un chemin à parcourir. De toutes les façons, il faut commencer quelque part. Il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir, il faut commencer quelque part. Moi, je souhaite bon vent au ministre, mais il faut revoir. Parce que là, les 7 000 $, je sais pas moi, ça va rester comme ça. Est-ce qu'il y aura quand même, ils auront quand même quelque chose chaque mois, hormis les 7 900 $, qu'ils vont avoir. Là, vous avez fait 266 milliards divisé par les 12 000 agents, mais rien ne laisse entendre que cet argent sera dispatché qu'aux 12 000. Oui, qu'aux 12 000, et puis à quelle proportion? Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir. Plus de 12 000 agents, oui, ça il faut le dire. Plus de 12 000 agents, vous voyez, c'est déjà en dessous. Parce que de toutes les façons, mais la bonne volonté y est quand même. On sent cette bonne volonté. On sent cette bonne volonté. Moi, je dirais que c'est quelque chose parce que c'est déjà un peu quelque chose. Aujourd'hui, un retraité peut avoir son décompte final. Son décompte final. Quand bien même c'est peu, que j'estime que c'est trop peu, mais il faut quand même estimer que c'est peu, mais en moyenne combien? Non, il faut chercher, comment dirais-je, il faut qu'ils ont droit à quelque chose qu'ils peuvent assurer leur restant de vie. Vous voyez? Et si peut-être, hormis cet argent, ce paquet qu'ils ont mis de côté, chaque mois ils auront quand même quelque chose, parce que j'ai vu, le chef d'État il a inauguré la SENSAP pour pouvoir assurer la paye des retraités. Il y a l'Institut national, la CNSS, voilà, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. En fait, s'ils sont quand même, ils auront quand même quelque chose, mais le problème aussi, ils auront quand même quelque chose, et aussi être bien traités, parce que là, vous savez, une vieille personne déjà, et si c'est, comment dirais-je, est vulnérable à plusieurs choses, entre autres maladies, etc. Leur santé après. Vous voyez, mais c'est déjà quelque chose, on encourage. Alors, voilà. C'est déjà quelque chose. Vous parlez de problèmes auxquels font les retraités, mais les retraités en RDC font souvent face à des difficultés financières et administratives que vous avez épinglées, notamment en ce qui concerne le paiement régulier de pensions. Alors, comment, à votre avis, le gouvernement devrait-il y remédier? Non, je crois que le gouvernement déjà fournit des efforts en ce sens-là, parce que vous avez déjà la création de la SENSAP pour pouvoir suivre le retraité, les personnes retraitées, c'est-à-dire au-delà de leur pension de retraite, plutôt au-delà de leur de ce paquet qu'ils vont recevoir bientôt. Je ne sais pas moi qui va recevoir combien, et l'autre, ouais, c'est leur droit de toutes les façons, quand bien même c'est un peu. Quand bien même c'est un peu, mais les beaucoup seraient combien? Non, beaucoup seraient combien? C'est difficile aussi. Par agent retraité. Oui, par agent retraité, ça dépend aussi. Un agent qui a fait environ 40 ans, il doit toucher en moyenne combien, d'après Serve et tout? Non, je ne veux pas ici créer des débats. Je ne veux pas créer des débats parce que vous voyez, hein, nous sommes devant la télé. Je ne veux pas créer des gens à la télé. Hein, je ne veux pas créer des débats, etc. Mais ce qui est bon, c'est qu'ils auront quand même quelque chose, et ils seront suivis par la SENSAP et puis la CNSS. Voilà. Alors, Mendila, on va revenir vers vous. Justement, on va parler de la question de la retraite, justement, avec cette enveloppe budgétaire de 266 milliards de francs congolais que l'État va justement mettre à disposition pour la mise à la retraite des agents du secteur public. Peut-on dire donc qu'il y a quand même ces rajeunissements?
Bon, en fait, il faut les dire avant d'arriver dans ces histoires des Vous voulez rebondir sur ce qui est votre... Non, je réponds à la question. Il faut les dire. En fait, les VPM Liaou, c'est l'un des ministres efficaces. Voilà. Il faut les dire. J'ai donné quelques chiffres. Il faut. J'ai suivi. Vous savez, il a mené plusieurs réformes. Aujourd'hui, l'École nationale d'administration, l'ENA, est réactivée. Et voilà, au-delà de ça, il y a plusieurs autres réformes qu'il est en train de mener et ça lui vaut quand même une certaine popularité auprès des agents publics. Et au-delà de ça, l'histoire des retraites. On savait qu'ici, on ne donnait plus de pensions aux agents de l'État. Il y a ceux qui avaient 70 ou 80 ans. Ils allaient toujours là-bas. Beaucoup sont morts sans toucher leurs émoluments, leurs prix, frais des sorties, leurs pensions. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que déjà ces gens d'efforts, c'est à encourager, à féliciter. Oui, ce n'est pas assez consistante cette somme-là est mise. La somme n'est pas assez consistante. On parle mais parce que non, je parle de l'enveloppe qu'on remet à chacun. Parce qu'en fait, il faut tenir compte. Il y a l'ancienneté, mais c'est une sorte de cotisation que les fonctionnaires mettent à côté à la fin de leur carrière. C'est l'État qui reprend cet argent pour les remettre. C'est l'argent qu'ils cotisent, ça ne tient pas c'est pas dans l'imagination et tout. Mais la vérité est que l'État n'était même plus capable de faire partir des gens à la retraite. L'État n'avait pas de moyens. Mais les efforts qui sont actuellement fournis, en tout cas, il faut les saluer et appeler à plus d'efficacité. Parce que je crois, lors du dernier conseil, les VPM Liaou a également plaidé pour les rajouts de l'enveloppe, question de faire partir les plus grands nombres des retraités et d'impulser les rajeunissements de l'administration publique, parce qu'en fait un État avec une administration fragile, c'est un État aussi fragile et faible, parce qu'en fait il faut le savoir, nous avons vu il n'y a pas longtemps, la Belgique a résisté pendant toute une année sans gouvernement, 520 jours. Voilà, il y a l'administration qui fonctionnait normalement, vous voyez. Donc si on arrive à avoir une administration de qualité, jeune, et voilà. Et puis un des mécanismes pour rajeunir cette administration, c'est aussi faire partir les plus anciens, les plus vieux. Donc la priorité, c'est à la retraite. Donc prendre le plus vieux. Que les processus se poursuivent, les processus se poursuivent. Et d'après vous, donc, les mesures prises par le gouvernement. Oui, mais on a déjà vu, les gens partir à la retraite. Et on a vu qu'ils étaient quand même contents parce que les autres sont partis sans rien avoir, ils sont décédés et ils sont oubliés jusqu'aujourd'hui. Je sais pas, orphelins ou veuves et tout, on fait des démarches pour avoir quelque chose. Jamais zéro, il n'y a rien du tout, ils n'ont jamais rien touché. Vous voyez, cela ne veut pas dire qu'ils doivent rester dans des oubliés. Oui, voilà, justement, l'État doit faire, l'État doit obligatoirement payer. Ils ont travaillé pour vivants ou morts. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur accorde, c'est leur argent, c'est leur droit. C'est pas un cadeau. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai dit, qu'il faudra saluer ce qui est en train d'être fait et faire appeler à plus d'efforts pour que l'enveloppe corresponde à l'ancienneté des gens mis à la retraite. Et donc voilà, on encourage, on salue et on appelle les VPM à fournir beaucoup d'efforts pour monter l'enveloppe. Vous appelez le VPM à fournir beaucoup d'efforts. Vous dites que le 66,5 milliards de francs congolais n'est pas beaucoup, mais les montants qui seraient beaucoup d'après vous, là, on n'a pas du tout entendu. Oui, Serge Betou, on va conclure. Il faut éviter des complaisances en termes de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, la rigueur dans le recrutement. Tout à fait. S'il faut choisir, c'est pas moi. Il y a des entreprises, il y a des cabinets, des Congolais, c'est-à-dire des cabinets de recrutement, chargés de recrutement. C'est-à-dire choisir un recruteur indépendant pour faire un recrutement de très bonne qualité. Moi, je crois que ça serait la solution. Parce qu'on a tout vu ici au pays, dans ce pays. Je me souviens quand j'étais encore étudiant, c'était moi en formation au niveau de la CPC, au Conseil permanent de comptabilité au Congo. Un jour, dans le cadre de cours d'audit avec le professeur Mbouyamba, que je salue en passant,
savez, il nous dit qu'un jour, il est allé faire un travail d'audit dans une entreprise dont je tais les noms. Il trouve à la comptabilité quelqu'un qui a fait les sciences infirmières. Dans les recrutements, c'est aussi un autre problème. Un autre problème est un problème très, très sérieux. Puisqu'on parle du rajeunissement. Du rajeunissement, mais c'est pas progressive du personnel de l'État. l'État. C'est-à-dire, quand on parle de rajeunissement, il faut rajeunir avec des personnes de qualité. Des personnes de qualité. Des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup, Tony-Antoine Dibendila. Merci également à vous, Serge Bétou. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs de la première chaîne économique en RDC. Le débat va se poursuivre ici, dans les couloirs, mais également dans vos maisons. Rendez-vous à la prochaine, justement, sur cette même chaîne de télévision.